canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer la série de 4 films qui seront programmés pour la deuxième édition du festival Microciné qui se tiendra donc le samedi 17 février au Club de l'Étoile. Merci à toute l'équipe du Club de l'Étoile, sans qui cette émission n'aurait pas lieu et sans qui surtout ce festival n'existerait pas. Donc merci beaucoup à toute l'équipe du Club de l'Étoile. On continue d'explorer les films programmés. Aujourd'hui, c'est La Vie de Château. La Vie de Château, que je rappelle, film de Jean-Paul Rapneau, 1966. En tout cas, il a été commercialisé en 66, mais il a été tourné un peu avant. C'est son premier long métrage de fiction. C'est pas sa première expérience cinématographique. On va certainement en parler aussi avec mon invité. Et puis surtout, le film est projeté à 11h. Le 17 février, il ouvre le bal, ce film, à 11h, et suivi d'une conversation avec Marguerite Debiès, qui est critique de cinéma pour Les Fiches du cinéma, que je salue, la revue de cinéma la plus ancienne en France, et qui est un peu malade actuellement, et on prendra le temps aussi de parler de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais absolument que Les Fiches soient présentes. Et puis il y a une troisième personne qui s'est incrustée comme ça, c'est tout simplement Jean-Paul Rapneau, et on est très content avec Marguerite, donc ça va être une conversation, un trio comme ça. D'ailleurs, il y en a des trios dans ce film, donc on va évoquer, mais Jean-Paul Rapneau sera là, du haut de ses 90 et quelques ballets, et ça va être génial. Donc voilà, 17 février, 11h. Et donc, moi, j'avais envie, quelques jours avant la Projo, de parler de ce film avec une autre personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, que vous connaissez, qui est déjà venu d'ailleurs sur la chaîne. Il s'appelle Justin Quedy, critique de cinéma. Il est là. Et avant de le saluer, juste rappeler qu'il écrit ou a écrit, donc ça, vous pouvez retrouver ou trouver ses articles, Istasia, La 7e Obsession, Il était une fois le cinéma. Il a quand même toujours, et ça depuis un certain temps, ce blog extraordinaire qui s'appelle Chronique du cinéphile stakhanoviste. Et stakhanoviste, c'est-à-dire que tous les jours, il écrit quelque chose. Et ça fait des années qu'il fait ça. Enfin, depuis que je le connais, je l'ai toujours vu faire ça. Voilà. Merci. Donc, la pensée au mouvement. Et ça, c'est important parce qu'on peut la revisiter, on peut la remettre, on peut la reprendre, la remettre en question. C'est très important. Justin, merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu? Ça va très bien et merci à toi pour l'invitation une nouvelle fois. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, ça fait combien de temps que tu es un cinéphile stakhanoviste? Le blog, alors depuis 2010. Ah ouais, non, mais là, tu calmes tout le monde. Hein. Là, tu Ouais. calmes tout le monde. Et j'espère que tu conserves tout ça quand même, parce que tu sais, parfois... Bon, c'est archivé sur le blog, et puis il y a des petites traces. Puis je crois en 2023, là, la 3 millième chronique hein, qui était passée. J'avais fait un petit tweet histoire de marquer le coup. Donc voilà, on continue, on est là. Il faudra qu'un jour, on en parle tout ça, on fasse une émission autour de ça. Il y aura beaucoup de choses à dire, à mon avis, sur ce blog-là, en tout cas sur cet espace, sur ce laboratoire. Là, c'est plus un blog, c'est un laboratoire, donc c'est important. Bon, La Vie de Château, Jean-Paul Rapneau, 1966. Alors déjà, oui, quand je te dis comme ça, La Vie de Château, Jean-Paul Rapneau, qu'est-ce que tu as envie de me répondre à ça? Déjà, j'ai envie de répondre. Déjà, il faudrait parler de la manière dont on découvre ce film. Moi, comment je l'ai découvert et comment pas mal de gens l'ont découvert, parce que Jean-Paul Rapneau, on va dire qu'il a une filmographie quand même très populaire. Donc, pour la plupart, en tout cas, les gens de notre âge ou un peu plus jeunes, ils ont dû découvrir les films à la télévision, parce qu'il a une filmographie de 8 films. C'est peu finalement, vu la longue carrière qu'il a. Et sur les 8, on peut dire qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui sont vraiment des grands, enfin tous les 8 films sont réussis, mais en tout cas au niveau dans l'inconscient collectif, il y en a au moins facilement 4 ou 5 qui sont restés vraiment, qui sont devenus des classiques du cinéma français. Et on peut dire que donc La Vie de Château, c'est pas forcément le premier qu'on a découvert. Je pense que c'est même rarement, à part les gens qui l'ont vu en salle à l'époque, c'est très rarement le premier que l'on voit. Je pense qu'il y a plus de chances on l'a découvert avec Les Mariés de l'an 2, Le Sauvage, Cyrano de Bergerac, évidemment. Mais celui-ci, c'est rarement
le premier qu'on découvre, donc alors que les autres ont été multidiffusés à la télévision, il y a eu le succès en salle. Et donc la chose qu'on pourrait se dire souvent, hein, quand on découvre le premier film d'un réalisateur, alors on en a vu un pan assez conséquent avant de ce qu'il a fait par la suite, quand on découvre le premier film tardivement d'un réalisateur, ce qui vient souvent à l'esprit, c'est de se dire, voilà, c'est un brouillon, on voit les prémices il y a les premiers signes voilà, c'est une ébauche. Bon, la vie de château, pas du tout. Moi, je trouve que tout est là. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui fera le sel de la réussite des grands films suivants, c'est absolument pas un brouillon. Il y a tout. C'est-à-dire, le seul chose qu'on pourrait éventuellement dire, c'est qu'il n'y a pas l'ampleur des films suivants, mais finalement c'est le sujet du film. C'est-à-dire que c'est l'ampleur du monde qui l'entoure, l'ampleur de l'histoire qui s'invite dans un tout petit quotidien de personnages, de problématiques intimes de personnages. Donc finalement même ça, c'est même quelque chose qu'on peut même pas reprocher. Donc c'est vraiment tous les motifs qu'on va apprécier, qui seront amplifiés par la suite, mais tout est là sans que ça fasse brouillon, ébauche ou premier jet, pas du tout. C'est-à-dire on a déjà tout, même si dans la confection ça a peut-être été, sans doute on va en parler, ça a sans doute plus tâtonné que les films suivants pour de définir le style, mais en tout cas, au niveau du résultat, moi, en revoyant le film, je me suis dit, c'est vraiment, tout Rapno est déjà là, quoi. Alors, le film, si on devait comme ça raconter en deux, trois lignes ce que ça dit, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Ouais, 44, si je me trompe pas. Oui, ouais, en 44, bien sûr, bien sûr que c'est en 44, vu qu'il y a comme ça une idée d'une histoire du ouais, débarquement, comme ça tout se à fait. situe en Normandie, en 44, dans un village, enfin, un petit endroit où il y a une espèce où il y a un château, donc, et le château est tenu par un personnage qui s'appelle, je crois, Jérôme, et qui est joué par Philippe Noiret, et sa femme, Marie, qui est jouée par Catherine Deneuve. Jérôme a toujours sa maman, et ils vivent dans ce château, France sous l'occupation nazie, et Marie, jouée par Catherine Deneuve, s'ennuie. Jérôme, lui, c'est une espèce de châtelain un peu passif, Et qui est nonchalant. calme, voilà. Et elle ne rêve qu'une chose, c'est l'aventure, c'est d'aller à Paris. Et puis, il y a un troisième larron qui va arriver, qui est un résistant, qui a été parachuté, et qui est joué par l'incroyable Henri Garcin, qui est là, en fait, pour préparer le terrain, qui est là pour prendre des photos, tu me coupes si je dis des bêtises, Non, pour non, c'est ça. préparer le terrain en vue du futur débarquement. Ouais. Et il Enfin, ça, on rencontre, le sait tardivement, mais en tout cas, il est là voilà, pour prendre des photos c'est ça. voilà, en tout cas pour la résistance ou pour les Anglais, pour un événement, une mission à venir. On va découvrir progressivement que ça concerne le débarquement. D'ailleurs, c'est assez plaisant ce plaisir de narration parce que pendant 20 minutes à peu près, on pense qu'on est juste dans un simple triangle amoureux. La grande histoire ne s'invite pas. Et tout d'un coup, on voit un tank passer, parce qu'on sait pas à quelle époque ça se déroule, même, hein. Au début, ça peut Oui, se c'est vrai. dérouler n'importe quand. Parce qu'à un moment donné, on voit même, il y a la mère qui est jouée De par, Jérôme, de Jérôme, qui est jouée par, comment ça s'appelle, Marguerite Marquet, Marie Marquet, Marie Marquet, Marie Marie Marquet. Marquet, ouais, qui part qui va pour se promener, elle est en charrette. Donc jusque-là, on peut même douter le moment où ça se passe. Puis tout d'un coup, avec Catherine Deneuve qui retrouve Henri Garcin à l'extérieur, et un tank qui passe avec des Allemands, mais ça c'est au bout de 20 minutes. Et là, on comprend que ça se déroule à ce moment-là. Là, du coup, l'histoire s'invite, ça va être tout le sujet du film. Donc il y a aussi une force évocatrice, une puissance de la narration comme ça, d'amener les enjeux de manière assez limpide. Il y a l'enjeu intime du couple, l'ennui, il y a la tentation avec Henri Garcin, et puis tout d'un coup, il y a l'histoire qui s'invite avec les Allemands qui sont là. C'est fait avec une grande fluidité. Qu'est-ce qui est étonnant dans ce film de 1966, film sur une période de guerre, comme disait Godard, une période de guerre filmé en temps de paix, film français, l'un des rares et premiers films français qui prend comme décor cette période de l'histoire par le prisme de la comédie, par le prisme de la comédie. Mm. Il y a eu La Grande Vadrouille, je crois, à quelques mois Après, d'intervalle. l'année suivante, Voilà, après l'année suivante. Mais qu'est-ce qui est étonnant dans ce film? Et je vais te donner encore plus un indice.
et qui ne vieillit pas. On est d'accord là-dessus parce qu'on en parlait un peu hors caméra, qui ne vieillit pas, qui est même assez impressionnant. Chacune qui découvre ce film est toujours peut être impressionné par ça. Ça serait quoi? Bah, c'est le rythme, hein, la vivacité, l'espèce d'aspect C'est incroyable. virevoltant, le timing. D'ailleurs, si on parle de la confection du film, bon, on y reviendra, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que quand ils ont tourné le film, donc c'était son premier film à Rapno, donc il n'y a pas encore la méthode, Hmm. puis le contrôle qu'il y aura sur ses projets suivants. Enfin, on reparlera de la manière dont ça s'est écrit et autres, mais en tout cas sur ce qui s'était passé, c'est que quand ils ont fait un premier montage du film, donc lui, il avait déjà pensé, tout était pensé dans sa tête au niveau du rythme. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de dessins, de storyboard, de choses en amont pour travailler le rythme de ses films. Notamment, je pense à la scène au tout début, là où il y a Catherine Deneuve qui retourne chez son père, chez Pierre Brasseur, puis tout d'un coup elle dit quelque chose, elle dit oui, je vais divorcer, puis lui il pique une colère absolue, il commence à se courir après autour de la table. Tout ça c'est écrit, c'est-à-dire que c'est dessiné, la manière dont le mouvement, comment ça va se dérouler. En fait, ce qui s'était passé, c'est donc ils avaient un premier montage du film, et ils doutaient, ils avaient l'impression que c'était un petit peu long tout ce début, en fait, où qui installe le film sans qu'on ait encore les enjeux, comme je l'ai dit, avec les Allemands et autres, et toute la mise en place. Et donc ils avaient un petit doute, voilà, est-ce que c'est pas trop long, est-ce que voilà. Et donc ils avaient coupé. Et ça démarrait beaucoup plus vite avec l'arrivée des Allemands, et ils avaient coupé une grosse part du début. Sauf que les films de Rapno, ils sont tellement pensés en termes de timing, en termes de rythmique, que quand ils ont coupé et puis ils ont regardé le montage là, en fait ça sonnait faux. C'est-à-dire que quand il y avait un dialogue, on avait l'impression qu'il y avait un temps de retard, il y avait des sortes de creux, de vide. On avait le sentiment qu'il manquait quelque chose, parce que il y a tellement cette réflexion sur le timing, le mouvement, c'est tellement une sorte d'architecture réfléchie que quand on enlève, voilà, c'est un château de cartes, quand on enlève une carte, il y a tout qui s'écroule, quoi. Parce qu'il a vraiment une réflexion en amont qui fait que on peut pas modifier le film tel qu'il l'a pensé, quoi. Et donc finalement, ils ont remis toutes ces scènes-là, et puis bah, le film fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Mais c'est la preuve que même là où ils se questionnaient encore un peu sur la manière dont il fallait déconstruire le Hmm. film, en tout cas la manière dont allait se dessiner le film, il y avait déjà cette problématique du timing et qui va aller en grandissant dans les films d'après. Le marié de l'an 2, c'est complètement ça, hein. C'est quelque chose qu'il y avait où c'est vraiment il y a des scènes, il y a même plus besoin de dialogue. Je pense à une scène dans les mariés de l'an 2, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a Jean-Paul Belmondo qui va dans une maison je crois, pour voler un objet, puis il veut s'échapper d'une maison, il est poursuivi, et t'as le plan je sais pas, en 4 plans, c'est-à-dire qu'il saute par la fenêtre, on voit le mouvement, on le voit sauter par la fenêtre, on voit l'autre mouvement, il y retombe, et on le voit repartir, il y a un rosier quand il part, et puis on voit juste sa main prendre une rose et partir, 4 plans. Et bim bam boum, tu sens le rythme, t'es là, je me souviens quand j'avais revu le film, j'avais même fait des captures d'écran de cette scène, quoi. J'avais fait 4 captures, tu voyais le mouvement, il saute, il retombe, il prend la rose, et puis il s'en va, terminé, et puis c'est quelque chose de totalement limpide, et quelque chose qui va être de plus en plus maîtrisé, qui va même amplifier dans les films d'après, genre Le Sauvage, où là il pousse ça jusqu'à une espèce d'hystérie, d'une folie. Je pense les 25-30 premières minutes du Sauvage, je pense qu'en termes de rythme, de côté déjanté, exacerbé, on a rarement fait quelque chose d'aussi fou. Donc bon, il y a vraiment cette problématique du rythme qui est déjà très importante. Mais comment tu peux l'expliquer? Ça vient d'où, ça, chez Rapno? Il y a un rapport avec sa propre cinéphilie? Comment on peut l'expliquer? Parce que c'est quelque chose, c'est un leitmotiv chez lui. Dans tous ses films, il y a toujours un travail sur la vitesse. Je vais juste montrer une petite photo, une capture de La Vie de Château. On a la preuve que ça va très, très vite. C'est une photo qui est extraite d'une séquence drôlissime, comme beaucoup de séquences drôlissimes dans le film, où Henri Garcin, donc qui joue ce résistant, qui se retrouve en compagnie de Catherine Deneuve dans sa chambre et voilà, qui lui fait la cour, et elle est très énervée, donc elle appelle son mari, Philippe Doiret, qui court comme un malade pour aller la rejoindre,
Et lui, donc, il doit s'enfuir et il va vers la porte d'entrée, il s'aperçoit qu'à ce moment-là, Noiret arrive, donc il repart dans l'autre sens, il revient dans la chambre de Catherine Deneuve, et à ce moment-là, et avant de sauter par la fenêtre, mais quand il arrive dans la chambre de Catherine Deneuve, il glisse littéralement, et ça donne ça. Ouais. Ah ouais, génial. Ça donne ça. Je vous assure, je ne mens pas, hein. Il vous faut voir le plan. Il glisse littéralement, puis il a une manière comme ça. C'est incroyable. Je crois que c'est la première et dernière fois que je verrai Henri Garcin de cette manière-là. Et je remonte quand même. C'est impressionnant cette Ah. vitesse Même, d'exécution. même, même arrêté, tu laisses ce sentiment de vitesse, même en capture. Voilà. C'est très, très beau. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais par exemple, n'ayant jamais vu Henri Garcin dans ce genre de rôle, dans ce genre de quête frénétique comme ça, donc ça vient d'où cette rapidité, cette vitesse d'exécution, ce rythme? Est-ce qu'il y a d'où vient? Et d'ailleurs, surtout, Rapno, cinéphile, sa cinéphilie, c'est quoi exactement? Alors ça signifie initialement, alors il a, en tout cas le film qui l'a marqué, parce il est né à Auxerre, donc c'est un provincial, et puis il y a un film qui l'a marqué particulièrement, qui a fait naître sa cinéphilie, c'était Citizen Kane de Orson Welles. Bah après, pour ce qui est de cet aspect rythmique, très clairement, qu'on verra dans d'autres films ensuite, notamment je pense à Bon Voyage, il y a le côté la screwball comédie américaine totalement, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce côté voilà Howard Hawks, Lubitsch, Preston Sturges, tout ça, des choses qui lui parlent complètement. Alors c'est pas le premier à installer ça à essayer d'installer ça dans des cinémas français. Je pense à ben, il y a une série de films à la fin des années 30, au début des années 40 de Henri Decoing qu'il va faire avec Daniel Darieux. Donc il y a Battement de cœur et le second c'est j'ai plus le titre en tête. Il y Ah en oui, a non, je deux. me souviens plus. Oui, effectivement, ouais. C'est avec Daniel Dario, ouais. Battement de cœur, et l'autre, c'est. Passons, passons. Si on retrouve ça, passons. En plus j'ai écrit sur Et les deux. Attends, je vais en retrouver. plus, tu as écrit sur les deux. Ah, tu peux pas ne pas le dire, alors c'est obligé. Là, Oui oui oui. Alors, Henri Decoing. En plus j'ai regardé avant. Comme par hasard j'ai un trou quand on enregistre, hein. Ça m'étonne pas. Bon, montage, hein, désolé, te fais bosser. Alors c'était Non, quoi? non, il n'y a pas de montage. C'est une conversation, voilà. On est comme ça. Ah Y a pas... tu me laisses chercher, tu laisses le truc. Ah, je te laisse chercher. Ok ok, ça marche. Donc c'est Premier rendez-vous, voilà, c'est Mhm. Battement de cœur et Premier rendez-vous. Premier rendez-vous, d'accord. Hum. Et donc ces films-là, c'est déjà des films qui, dans le cinéma français, ont déjà ce travail de rythmique, d'influence de la screwball comedy, parce que Henri Decoing, Daniel Darieux a commencé à être une star internationale et a commencé à faire des films à Hollywood. Et donc ils étaient déjà en couple à l'époque, donc il l'avait accompagnée pour tourner je ne sais quelle production hollywoodienne. Et donc il se baladait pendant qu'elle tournait, lui il se baladait dans les studios, il voyait un petit peu la technique, voilà, les nouveaux outils, le travail des techniciens américains. Et vraiment, il avait fini très très impressionné. Il s'était dit, le prochain film que je fais en France, il faut que je fasse quelque chose dans ce style-là, quoi. Donc du coup, il avait fait ces deux films-là qui dénotent aussi, parce qu'après, il a pas forcément fait enfin, il a beaucoup changé de registre, Henri Decoing. Ouais, ouais. Donc c'est des films qui sont vraiment sous influence quand ça se voit. C'est vraiment de la screwball comédie en France, très clairement. Après, il y a d'autres films, je pense. En ce moment, il y a la rétrospective Claude Autant-Lara à la Cinémathèque. Donc il y a un film toujours avec Daniel Darieux qui s'appelle Occupe-toi d'Amélie. Et où là, donc c'est une adaptation de Feydeau, mais en même temps, il y a un côté vraiment, il y a une vitesse, donc il y a le côté influence vaudeville français, mais il y a aussi cette influence de la screwball comédie à travers la rythmique, les portes qui claquent, tout ça. C'est un mélange un peu de vaudeville et puis de screwball comédie. Et donc il y a Rapno, sauf que Rapno, je trouve que, parce que dans les films que je viens de citer, il y a quand même l'influence, elle se sent c'est pas forcément la patte propre de ces cinéastes, parce que Claude Antalara, il a fait plein d'autres choses, il a changé aussi beaucoup de style. Il a fait des comédies effectivement avec Odette Joyeux, mais elles sont pas toutes dans ce style screwball comédie. Ça a des côtés, ça peut mélanger avec du fantastique, avec du mélodrame. Il y a quand même un mélange de styles. Et Henri Decoing, comme j'ai dit, a beaucoup changé de style. Donc c'est pas propre à ces cinéastes. C'est vraiment un exercice de style, on peut dire, pour ces cinéastes-là. Rapno, pas du tout. C'est son style. Et en plus, il va inventer une vitesse, quelque chose qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on devine qu'il y a la patte de la screwball comédie et autres, mais avec les films qui vont arriver après,
ça devient du Rapno. On se dit plus c'est de la screwball comédie ou c'est il fait à l'américaine, on oublie ça. C'est du Rapno, tout simplement, quoi. Et je pensais à un film comme Bon Voyage, qui est vraiment, genre, il a fait le To Be or Not To Be français, quoi. Très clairement, un film avec l'ampleur historique, la rythmique, la multitude de personnages, la gestion d'un récit choral. Très clairement, ça c'est vraiment un film. Pour moi, c'est un classique. C'est vraiment un classique qui a pas marché à l'époque. Il avait pas un gros budget. Il avait fait, je crois, il avait fait pour 700 000 entrées, qui est pas déshonorable, mais quand on voit l'ampleur, l'ambition du film, la réussite artistique du film, c'est un film ça aurait dû devenir un classique reconnu, ça aurait dû remporter un grand succès commercial et ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est une patte qui est là, quoi. Il y a un autre cinéaste français, de la même génération que Rapno qui n'est plus de Je ce sais ce que tu monde. vas dire. Je sais. Exactement. D'ailleurs, ils ont même travaillé ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce cinéaste français? Est-ce qu'on peut, alors, je dis pas toute la filmographie de ce cinéaste français, hein, mais est-ce Ouais. qu'il y a des petits moments, des films comme ça où il y a une petite similitude avec, non pas, la méthode Rapno, mais avec, leur manière à eux de la questionner cette vitesse? Est-ce qu'on peut les rapprocher? Alors pour les spectateurs, on va quand même dire, on parle de Philippe de Broca, a priori, voilà. D'accord. Donc bah déjà faut situer l'époque, hein, parce que donc Jean-Paul Rapneau, comme Philippe de Broca, ou je pense à un autre cinéaste, alors qui pas dans le même style, mais on va comprendre le rapprochement, comme un cinéaste qui s'appelle comme Louis Malle, par exemple, de la même période, qui vont tous travailler ensemble. En Mhm. fait, il y a forcément donc dans les jeunes pousses cinéastes qui arrivent là, c'est le milieu fin des années 50, début des années 60. Donc il y a la nouvelle vague, bien sûr, mais il y a tout un autre spectre de cinéastes qui sont pas tout à fait dedans, qui ont démarré un peu avant, un peu en même temps, un peu après, qui sont pas dans la nouvelle vague. Mais en fait, c'est des gens qui se connaissent, qui se croisent. Voilà, dès qu'il y a des rétrospectives, qui travaillent parfois ensemble, en tout cas qui se connaissent. Donc je pense si on compte ceux avec qui Rapno va travailler ou a travaillé, il y a Yves Robert, pour lequel il va écrire le scénario de Signer Arsène Lupin, je crois en 55. Donc il y a Louis Malle, pour lequel il sera assistant, pour lequel il va coécrire le scénario de Zazie dans le métro. Il y a Alain Cavalier aussi, ils vont Exactement. faire connaissance au service militaire, et puis au fil des discussions, on va comprendre que ces deux cinéphiles, ils vont travailler ensemble aussi, il y a des scénarios qui seront coécrits. Bah, La vie de château, si je me trompe pas, qu'Alain Cavalier coécrit le scénario. C'est le premier, c'est le premier co-scénariste du film avec Jean-Paul Rapneau sur le premier jet, en tout cas, ça sera Alain Cavalier. Ensuite, Philippe de Broca, en fait, il va coécrire le scénario de L'Homme de Rio de Philippe de Broca. Et Philippe de Broca a un scénariste attitré lui aussi qui s'appelle Daniel Boulanger. Et en fait, Rapneau va montrer son premier jet également à Daniel Boulanger, qui est aussi un espèce de génie de l'écriture aussi, qui est un poète, un scénariste, enfin quelqu'un qui est multitâche, qui est vraiment un immense talent, et qui va coécrire tous les premiers films de Broca aussi d'ailleurs. C'est vraiment un collaborateur privilégié des premiers films de Broca. Alors quand il sera plus là, ça va peut-être se ressentir sur l'équité des films de Broca. D'ailleurs, je crois que Daniel Boulanger, ce ne serait pas celui qui tue Belmondo dans À bout de souffle? Alors je ne sais plus, ça C'est à pas lui? vérifier. Il est dans À bout de Peut-être. souffle. Je crois que c'est lui qui tue le chauve, c'est lui qui tue, je Ah bah crois, Belmondo. possiblement. Je crois que c'est lui qui tue Belmondo. Bon, ça c'est Mais, une bah, en tout bigouille. cas, ce que tu dis, c'est la preuve que tous ces gens-là, voilà, c'est un Voilà, c'est cercle, ça, ils exactement. travaillent tous ensemble, quoi. Et donc, ce qui se passe, donc, d'ailleurs, dans l'idée même, même, ça participe même à la confection de La vie de château, puisque à l'origine, hein, la toute première idée, l'embryon de tout début d'idée de La vie de château, c'est en fait Jean-Paul Rapneau qui est l'assistant de Louis Malle et qui fait des repérages pour lui pour les décors d'un film qui ne va pas se faire. Donc il découvre un château dans le Morbihan et le décor, voilà, l'ancienneté du château, l'histoire qui passe, quelle est le lieu, il y a quelque chose qui le frappe, qui l'inspire dans ce lieu, et l'embryon, le début de l'idée de La vie de château vient de là. Sauf que bon, au final, aléa de production, La vie de château va pas être tournée dans ce château-là du Morbihan, mais en tout cas, l'idée vient de là. C'est un décor qui inspire tout ce qui va découler de La vie de château. Pour l'anecdote, si vous voulez voir ce vrai lieu-là du Morbihan,
dans un film, c'est le château qu'on voit dans La Petite Lily de Claude Miller. C'est ce château-là. D'accord, d'accord. Donc voilà, c'est ce lieu-là, mais qui n'est pas le lieu de la vie de château. C'est un autre décor en Normandie du coup. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et ce qui se passe, c'est que alors j'ai perdu le film de ce que je disais. Donc donc voilà, c'est des gens qui travaillent ensemble. Donc je disais donc c'est des cinéastes qui sont satellites, on va dire à la nouvelle vague, on va dire ça, mais qui n'en font pas partie et qui sont dans un cinéma populaire, plus grand public peut-être, plus explicitement grand public que la nouvelle vague, mais où voilà, il y a l'inventivité. Les films de Broca, il reste en tout cas les premiers, il reste quelque chose de formellement qui se rattache à la nouvelle vague, notamment le côté un peu bricolé qu'on a dans L'Homme de Rio, les jump cuts, c'est des choses qui restent encore de cela dans L'Homme de Rio. Et en fait, le film de Broca, il a ça, comme tu disais, il a ce côté rythme, ce côté cette vitesse. L'Homme de Rio, c'est complètement ça. Sauf que la différence, c'est que Jean-Paul Rapneau reste dans... C'est la narration, c'est les personnages, c'est sa mise en scène qui fait ce côté rythmique, mais on reste quand même dans un cadre réaliste. De Broca, il y a une poésie, il y a une mélancolie, il y a un côté surréaliste beaucoup plus prononcé quoi, dans des films qu'il fera. Bon, L'Homme de Rio, on reste relativement dans le cadre réaliste, mais je pense à des films comme Le Roi de cœur, un Monsieur de compagnie, où il y a un côté beaucoup plus rêveur, beaucoup plus surréaliste, une échappée au réel, vraiment un côté onirique beaucoup plus prononcé, alors que Rapneau, on reste quand même dans la réalité. Dans la réalité, la vitesse vient du romanesque, finalement. Il y a un côté Hmm. romanesque, mais ancré dans le réel chez Rapneau, alors on peut dériver vers quelque chose de plus rêveur chez De Broca, donc dans les films que j'ai cités, même quelque chose comme Le Magnifique, c'est quelque chose de un peu beaucoup plus perché, beaucoup plus fou au niveau de la déconstruction, de la mise en abîme. Ça, c'est quelque chose qu'il y a pas chez Rapneau, qui reste dans quelque chose de très littéraire, très romanesque, très progressif, limpide. Donc c'est peut-être la grande différence entre les deux. Même si les films que j'ai cités, il y a beaucoup qui sont coécrits par Rapneau. Donc dans l'écriture, il est capable de se fondre dans l'univers de Broca pour cela. Donc il a coécrit, j'ai dit L'Homme de Rio, mais il a coécrit aussi Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Il a coécrit Le Magnifique. Donc il est capable de se fondre dans cet univers-là, mais on sent voilà les points d'achoppement entre les deux, pourquoi ils vont souvent travailler ensemble, pourquoi ils se reconnaissent. Mais en tout cas, voilà, c'est un cercle. Alors pour appuyer ça, c'est que le premier film de Broca, qui s'appelle Les Jeux de l'amour, Mhm. alors je crois que tu connais l'histoire, hein, c'est-à-dire que c'est un scénario d'une actrice qui s'appelle Anne Vernon à l'origine, et qui va le proposer un peu autour d'elle. Puis de Broca, il cherche à faire son premier film, donc bah, on va lui, ça va lui arriver entre les mains, donc il va vouloir faire son premier film avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Godard qui déboule, puis lui aussi le sujet intéresse, et comment ça, moi aussi, j'aurais aimé faire un film de cette histoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, les deux vont faire leur interprétation de ça. Donc il y a Les Jeux de l'amour de Philippe de Broca, et il y a Une femme est une femme de Jean-Luc Godard. Donc et ça, on part de la même base de ce script de Anne Vernon, puis on voit les variations que chacun est capable d'y apporter. Donc parfois, il y a des gens qui font un schisme hein, avec la nouvelle vague, et puis tout un pan de cinéastes satellites qu'on penserait pas forcément rapprocher, mais en fait, c'est des gens qui se côtoient, qui s'apprécient plus ou moins, mais voilà, dès qu'il y a des rétrospectives des ciné-clubs, c'est un cercle de gens qui Mhm. travaillent, qui se côtoient, et c'est même une école, on peut rapprocher ça, en tout cas pour ce qui est de Rapneau, Cavalier, Claude Sautet, j'ai pas cité Claude Sautet, mais Claude Sautet, ça sera le script doctor c'est une période où il a arrêté de tourner parce il a fini un peu désabusé de son tournage de L'Arme à gauche, et donc à ce moment-là, il va avoir une C'est deuxième pas fois. classe touriste. C'est pas classe touriste. Non, Le non, deuxième parce qu'il va, film. non, Attends. il va faire classe touriste en 1960, et Et ensuite le il va second, s'écouler. Le second, c'est L'arme à gauche. voilà, et il le fait juste après, c'est ça. Enfin, juste après, 5 ans après, quand même. Mais c'est C'est, après l'arme à gauche où il a une traversée du désert, il revient en tant que voilà, c'est ce cinéaste. que je dis, oui, ça, c'est C'est juste ça, à ce pardon, moment-là qu'il va excuse-moi, avoir une j'ai traversée. confondu. Ouais. Donc il fait L'arme à gauche en 65, après traversée du désert, et donc il va devenir un peu script doctor. D'ailleurs, Voilà. pendant cette période-là où il tourne pas, mais même quand il va retrouver le succès de cinéaste, il y a un paquet de films où il est pas crédité, et où dès qu'il y avait un script un peu boiteux ou quelque chose comme ça, les copains venaient le voir, et bon, là,
on a Ouais. du mal, ça s'emboîte mal, et puis il passait, mais même s'il n'est pas forcément crédité. Mais en tout cas, sur la vie de château, il est crédité, donc il passera aussi un gros coup de polish dessus, ça va pas mal contribué. Donc voilà, c'est pour dire que tout ça, c'est des gens qui se fréquentent, qui se connaissent, et ça rapproche un peu par rapport à l'idée qu'on se fait de la nouvelle vague où il y a un auteur, il faut que ce soit le réalisateur, il faut qu'il soit son scénariste, faut que voilà, il y a tout un ensemble de règles, mais si on fouille les détails de la confection, on sait que c'est pas forcément la personne qui l'a écrit tout seul, voilà, mais les crédits font qu'il faut que ce soit l'auteur de l'ensemble du film, il y a souvent cet égo-là. Mais en tout cas, ça rapproche notre fonctionnement-là que peut avoir Rapno avec Alain Cavalier, Philippe Bourquet, ça rapproche un peu de la comédie italienne. Parce que la comédie italienne, toutes ces gens-là, Dino Risi, Comencini, et les scénaristes emblématiques qu'il pouvait avoir à l'époque, Age Scarpelli, Ettore Scola quand il était simplement scénariste, c'est des gens qui travaillaient ensemble, là. Ils se retrouvaient dans des Mm. cafés. Dès qu'il y en avait un qui avait un peu de mal avec un de ses scripts, ils appelaient l'autre qui était en train d'écrire son truc à lui, ils se réunissaient, puis ils partageaient des idées. Après, ça se retrouvait pas forcément dans le crédit final, mais en fait, c'est des gens, ils se transmettaient leurs idées, puis il n'y avait pas d'ego, parce que là, l'un avait aidé, l'un avait apporté une idée sur ce film-là, le film suivant, ça serait l'autre qui apporterait une idée, donc c'était un mélange, un melting pot un peu comme ça. Et finalement, on se rend compte qu'en France, ces cinéastes-là qu'on a vus, donc De Broca, Rapno, Yves Robert que j'ai cité, voilà, ils avaient un peu ce fonctionnement-là. Puis on voit que les acteurs passent de l'un à l'autre, hein, finalement aussi, parce que le Philippe Noiret, qui était un grand second rôle, on va dire à ce moment-là, c'était, il va devenir une star un petit peu l'année suivante ou peut-être 2 ans après, avec le même type de rôle un peu nonchalant qu'il a façonné dans La vie de château, c'est avec Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Robert, C'est ouais. typiquement ce rôle-là, mais amplifié avec un côté plus gaguesque propre à Yves Robert, mais on voit que ça navigue d'un film à l'autre. Ou un autre exemple, c'est Catherine Deneuve. Parce que Catherine Deneuve, à cette époque-là, en tout cas l'image qu'on a d'elle après coup, et même à cette époque-là, hein, c'est-à-dire c'est une actrice plutôt éthérée ou froide, c'est-à-dire elle a fait les parapluies de Cherbourg, où elle a un côté très romantique mais très éthéré, très dramatique. Elle a fait aussi l'année précédente Répulsion, qui est là quelque chose de très froid, très psychologique, très oppressant. Et on la connaît plutôt dans ce registre-là, même si elle fera ensuite les Demoiselles de Rochefort. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle a plutôt cette image-là. Alors que dans la vie, elle a ce côté gouailleur, elle a ce côté, c'est cette vitesse-là qu'elle a dans le dans la vie de château. Et en fait, c'est Rapneau vraiment qui va apporter ce déclic-là. D'ailleurs, faut savoir au départ, il voulait un choix plus évident. C'était Françoise d'Orléac. C'est elle qui voulait parce qu'elle, c'était connu qu'elle avait ce côté, ce peps, cette tchatch, notamment avec l'homme de Rio. Enfin, elle avait ce côté-là qui était bien connu dans plusieurs rôles. Et finalement, elle aura d'autres voilà, questions de conflit d'agenda, elle pourra pas le faire. Donc il va prendre Catherine Deneuve, qui n'est pas connue pour ce registre-là, mais qui dans la vie est comme ça en fait. Hein. Elle a ce débit mitraillette, cette vitesse, cette énergie, et c'est le premier à l'exploiter finalement au cinéma. Et c'est comme ça qu'on découvre une nouvelle Catherine Deneuve, en tout cas la Catherine Deneuve naturelle telle qu'elle est dans la vie, avec cette vitesse, cette énergie. C'est finalement lui qui l'invente pour le cinéma. Hein. Et il va la réutiliser dans le sauvage avec un aspect encore plus outrancier Mhm. et pour dire que ça navigue, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle pas très loin du sauvage, c'est dans l'Africain de Philippe de Philippe de Broca. Broca. Donc c'est un film qu'on peut rapprocher de Le Sauvage. Donc on voit que voilà, ça navigue au niveau des acteurs, au niveau de même avec Belmondo qui va jouer plus tard avec dans Les Mariés de l'an 2. Alors là aussi il y a une histoire comme ça, c'est avec au départ il voulait parce que je pense que ça traverse l'esprit à tout le monde quand on voit Henri Garcin dans La vie de château, avec cette vitesse, cette capture que tu as montré, cette énergie qu'il a, on pense tous pourquoi il a pas pris Belmondo. Je Ouais. pense que ça doit traverser l'esprit de tout le monde parce que c'est typiquement un rôle pour lui. Et effectivement, c'est pas une notion de se dire ça, ce qu'il lui a proposé à Belmondo. Sauf que il y avait une question d'ego, c'est-à-dire que si je dévoile un petit peu la fin de La vie de château, à la fin de La vie de château, c'est un triangle amoureux, mais finalement Catherine Deneuve va retourner
Mmh. avec avec Philippe Noiret, et donc Henri Garcin va rester un peu, ce sera le perdant. Et donc Belmondo voulait pas être le vaincu, le perdant dans ce triangle amoureux. Donc question d'ego, hein, vu qu'il commençait déjà à être le jeune premier, le grand héros du cinéma français, donc il a refusé à cause de ça. Mais en tout cas, on y pense. Pour la scène dont tu as montré la capture, quand après, donc là, tu as montré quand il s'enfuyait, mais ensuite il va se cacher par la fenêtre, il va être accroché à une espèce de tuile, et il est accroché dans le vide comme ça, il finit par tomber. Bon, je pense que n'importe qui se dit, Belmondo, c'était taillé pour lui, quoi. Très clairement. Mmh. Restons sur le triangle dont tu parles. Je vais te montrer ça. Ah, Incroyable cette image. Je vais la remontrer parce elle est impressionnante cette image. Alors, effectivement, triangle. Mais triangle. triangle, voire, Oui, voire mais plus c'est ça, jusqu'ici. voire plus parce que soit c'est un triangle entre les beaux-parents, c'est-à-dire le père de Catherine Deneuve, joué par Pierre Brasseur, et la mère de Philippe Noiret, avec au beau milieu soit Philippe Noiret, soit Catherine Deneuve, ou Mhm. alors le triangle entre Henri Garcin, Philippe Noiret et Catherine Deneuve, ou alors ce triangle un peu bizarre entre Henri Avec Garcin, Catherine l'allemand. Deneuve et l'allemand, enfin le Ouais. nazi. Et là, ça va même très loin. Et je me posais la question, et donc je te la pose aussi, dans sa manière de construire la narration, et non pas le scénario, mais la narration, est-ce que cette idée de triangle, c'est ce qui permet aussi de créer une multiplicité de rythmes et que donc Ah oui, ça aille totalement. toujours. Parce que Ouais. ça relance, parce que s'il y avait un triangle, il y aurait un enjeu. Donc il y aurait un enjeu sentimental, mais en fait la multiplicité des triangles, il y a l'enjeu intime du couple, il y a l'enjeu intime du triangle amoureux avec Garcin, il y a l'enjeu historique parce que l'Allemand s'invite, lui il a aucune chance au niveau Ouais. sentimental à aucun moment, donc forcément c'est l'enjeu Pour les raisons que nous dramatique, avons. l'enjeu Voilà, historique pour ce qui le exactement. concerne. Donc c'est une manière d'aller de l'un à l'autre tout au long du film, quoi, en créant des quiproquos, parce qu'il y a ce quiproquo où Henri Garcin se fait passer pour le frère de Catherine Deneuve, et du coup il est censé être l'entremetteur pour l'allemand, et puis finalement il en profite plutôt pour lui-même pour se rapprocher quand il peut, donc ça amène encore toute une suite d'enjeux. Voilà, c'est plutôt ça. Parlons un peu de ça aussi, euh, de cette grande histoire. Alors, juste, je vais montrer une autre image, mais on va rester toujours sur la thématique de la grande histoire parce qu'elle est très importante. Enfin, ce décor-là est très important. Le décor est très important. Et en parlant de décor, je te montre l'une des dernières images, si ce n'est l'avant-dernière image. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit Pierre Brasseur et Marie Marquet qui sont en train de jouer au billard. Et puis, Pierre Brasseur, en voulant, alors je ne suis pas joueur de billard, mais en voulant jouer, il déchire le tapis du billard. Elle s'énerve. C'est un plan sur les deux, un plan américain, je pense. Et ensuite, le plan est plus large, et là, on voit ça. Et donc, on comprend enfin, on comprend, on l'avait déjà deviné, que ce fameux château est devenu un décombre. Et, et puis, et ce qui est ça qui est très intéressant, et pourquoi je parle de la grande histoire, c'est que moi, je voulais savoir comment cette grande histoire, donc la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie et tout ce qu'il y a autour, voire même la collaboration en demi-teinte et la résistance, comment ça, tout ça fait que il va très loin, Rapneau aussi dans sa manière, mais à aucun moment il y a un côté moqueur de la situation, mais de se dire que ça peut donner aussi du rythme au film. Ouais. Comment il travaille, comment il la questionne la grande histoire, est-ce qu'elle a de l'importance pour lui? Oui, bah en fait la grande histoire, bah déjà, faut dire que quand on parle de grande histoire, sur les 8 films qu'il a réalisés, il n'y en a que trois, hein, trois qui se déroulent à une époque contemporaine. Il y a Le Ouais. Sauvage, il y a Tout feu, tout flamme, et puis il y a le dernier en date, hein, Belle Famille. Sinon, le romanesque existe par les contextes historiques un peu tumultueux qui se trouvent dans les 5 autres films. Donc que ce soit donc là la Deuxième Guerre mondiale avec avec la vie de château et beaucoup plus tard le Bon Voyage, ensuite Cyrano de Bergerac, alors je me souviens plus du contexte exact, mais en tout cas voilà, 17e c'est des siècle. ouais. En tout cas voilà, il a besoin de ça, de contextes un peu tumultueux. On va dire le monde contemporain offre peut-être pas le l'arrière-plan suffisamment agité pour que le romanesque existe. Donc il faut que ça se situe dans une période historique de préférence agitée. Il faut aussi dire que bah, la Deuxième Guerre mondiale, il est né en 1932.
Donc la Mhm. Deuxième Guerre mondiale, c'est le monde de l'enfance pour lui. Ouais. Donc, tout ce qui est résistance, ça évoquait sans doute pour lui quelque chose d'héroïque, quelque chose qui était un jeu avec ses amis, avec ses petits copains et tout ça. Donc il n'y avait pas la lourdeur, le sentiment d'oppression que pouvaient avoir les adultes, les adultes à ce moment-là par rapport à ce contexte, à ce qui se passait en France. Donc c'est plus facile pour lui quand il fait un film qui se déroule là, d'avoir ce côté enjoué, d'avoir ce côté tout en étant sérieux sur les enjeux, mais d'avoir ce côté enjoué, ce côté ludique, c'est beaucoup plus simple pour lui parce que c'est comme ça qu'il l'a vécu quand il était enfant. C'est-à-dire même Bon Voyage qui parle parce que encore là ça débouche sur le débarquement, sur quelque chose de victorieux. Bon Voyage c'est pire quoi, c'est vraiment la débâcle, comment tout va aller à volo pour la France. Et même là, ce côté ludique, ce côté enjoué, ce côté bondissant, on l'a quand même, tout en ayant le spectre de la collaboration, de la défaite, parce que voilà, la manière dont il l'a vécu, lui, c'est un monde de l'enfance, mais qui se ressent vraiment dans la vie de château. Et dans ce que tu dis avec cette scène finale, c'est parce que bah, les enjeux historiques, quand la grande histoire s'invite dans la petite, ça bouleverse quelque chose dans le quotidien des personnages. Alors, à la fois dans l'enjeu sentimental pour Catherine Deneuve et Philippe Noiret, parce qu'en fait, ce côté nonchalant, alors j'en dis pas trop, mais on va dire que elle veut aller à Paris, puis lui il préfère rester là. Donc dans un premier temps, on pense que c'est par flemmardise, parce que mais c'est pas tout à fait ça. On comprend qu'il y a quelque chose une peur un peu plus grande, comme il sait qu'il a une femme plus jeune, il a peur des tentations à Paris, il a peur qu'elle lui échappe. Et donc c'est pour ça qu'il préfère rester dans sa petite province où il n'y a rien qui se passe. Elle restera avec lui. Et donc et en fait lui pour du coup le mari n'a aucune le mari a ce côté ennuyeux, ce côté terre à terre qui finit par la faire fuir elle. Alors qu'Henri Garcin représente bah, là aussi le romanesque, le côté c'est un héros de guerre, c'est un résistant, il est là pour préparer des plans pour un grand enjeu, un grand dessin à venir. Et le mari, en fait, en quelque sorte, il doit gagner le droit doit gagner l'amour de son épouse en devenant un héros à son tour. D'ailleurs, c'est un motif qui revient souvent chez Rapneau, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Catherine Deneuve. Il y a au niveau des personnages féminins, c'est-à-dire qu'il y a le personnage, je vais appeler ça l'emmerdeuse. On va dire les personnages féminins, il y a toujours des grandes emmerdeuses chez les personnages féminins de Rapneau. Alors je dis pas ça dans une forme péjorative. Ah, C'est c'est Catherine Bird dans ce que tu sais. C'est c'est ça, l'impossible que exactement. tu Ouais. sais. C'est ça. Ouais. Mais il y a un truc plus particulier avec Rapneau, c'est-à-dire que l'emmerdeuse, elle est là pour sortir le personnage de sa zone de confort, de sa torpeur dans laquelle il est installé. Elle est là pour le réveiller en quelque sorte. Donc ça, c'est typiquement ça dans la vie de château. C'est encore plus ça dans Le Sauvage où on a vraiment le Yves Montand qui s'est isolé du monde, qui est tranquille sur son île, et puis il y a cet ouragan Catherine Deneuve qui vient tout dévaster, tout bouleverser. Il y a ça, mais d'une manière Ah, beaucoup. elle vient dévaster sa vie parce que aussi, enfin, il vient l'aider à un moment parce que elle Oui, est en c'est train ça. le film s'ouvre sur quand même, elle est en train de se Oui, faire c'est ça. passer. Mais bon, en tout cas, il sort de son isolement, de son Il sort de son autarcie. isolement. Ouais. Il est obligé d'en sortir, quoi. Et C'est du bruit oui, pour lui parce qu'il c'est est ça. voisin. Ouais, ouais. C'est ça exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, une fois qu'on a compris ça chez Rapneau, on voit, il y a ça donc dans Bon Voyage. Bon Voyage avec Isabelle Adjani, je crois, c'est l'emmerdeuse ultime dans celui-ci, c'est vraiment un rôle incroyable. Et une fois qu'on a compris ça chez Rapneau, il peut en plus faire des variations. Par exemple, dans Tout feu, tout flemme, c'est pas une emmerdeuse, c'est un emmerdeur, c'est Yves Montand, et c'est pas un enjeu amoureux, c'est un enjeu père et fille, et c'est lui qui vient un petit peu, la fille est très sérieuse, Isabelle Adjani très carrée dans sa vie professionnelle, et puis tout d'un coup, lui, il arrive là avec son côté, sa vie un petit peu douteuse, ses accointances douteuses avec des gangsters et autres, et puis il vient malmener tout ça, et puis il y a un rapprochement sentimental, mais plutôt père et fille. Donc du coup, à un moment donné, il peut même amener des variations à son propre style, même dans Belle Famille, on retrouve ça. Donc c'est ça, c'est la grande histoire qui s'invite dans la petite et pour bouleverser les enjeux intimes. Mais ces enjeux intimes vont, en tout cas ces personnages, en laissant s'inviter la grande histoire chez eux, vont influer sur elle aussi. Parce que donc à la fin, Philippe Noiret, il se retrouve finalement c'est finalement lui qui va remplir la mission d'Henri Garcin, finalement. Je détaille pas les circonstances, mais finalement lui qui va faire ça. Et puis aux yeux de son épouse, là, elle est émerveillée, tout d'un coup, ça change tout. Alors non seulement parce qu'il devient un héros à ses yeux, mais aussi parce qu'il y a le sentiment de danger.
dans l'acte qu'il est en train d'effectuer. Donc, elle comprend l'affection qu'elle éprouve pour lui, et il y a ce rapprochement qui se fait, cette comédie du remariage en quelque sorte qui se fait entre eux, quoi. Je rappelle La Vie de Château, le film sera programmé. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. J'en suis vraiment. C'est la vie. C'est comme dans un film de Rapno. Et je disais donc, La Vie de Château sera programmée, pardon, à 11h, samedi 17 février. Et avec Marguerite de Biesse qui viendra pour nous parler de ce film. Elle écrit pour les fiches de cinéma. Et puis, il y aura aussi Jean-Paul Rapneau qui sera là et on lui posera plein de questions et ça va durer à peu près 1 heure et vous pourrez aussi lui poser. Voilà, là, c'est un amuse-bouche comparé à Maintenant. Arrête de dire ça, c'était vraiment un plaisir. Et puis en tout cas, merci beaucoup Justin Quedi. Rappelle, dans le descriptif, vous avez aussi le lien qui renvoie aux chroniques du cinéphiste Akanoviste. Merci beaucoup Justin d'être venu, d'être passé en ami pour nous parler de ce film qui nous réunit. C'était vraiment un plaisir et puis tu reviendras pour parler aussi du blog et voilà, ça j'en suis persuadé. On fera ça. Merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous le samedi 17 février pour voir ce film sur grand écran à 11h. Et je vais te faire une confidence, c'est la première fois que je le vois en cinéma. Cool. Voilà. Oui. Bon allez, merci beaucoup. À très vite. Salut Justin. Salut tout le monde. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.